Nous sommes dans un repère orthonormal direct au UV. Ça veut dire que c'est un repère comme ça, hein, puisque direct, puisque on est orienté dans le sens direct, euh, dans lequel on demande de résoudre dans C l'équation z-2 sur z-1 égale z. Eh bien, il faut déjà donner le domaine de définition de l'équation, c'est important ça, puisque l'équation est définie à la condition que z-1 ne soit pas égal à 0, évidemment. Donc ça, on peut l'écrire déjà. Hein, l'équation est définie si et seulement si z-1 est différent de 0. Donc, ça nous permet d'écrire que z appartient à l'ensemble des nombres complexes privés du nombre complexe 1. Du coup, c'est pour tout z différent de 1 que l'on va résoudre cette équation. Donc, pour z différent de 1, on a... Alors évidemment, on a quoi? On a z-2 divisé par z-1, bien sûr, qui est égal à z. Mais pensez surtout, puisqu'on est en terminale S, à multiplier le membre de gauche par z-1 et le membre de droite également par z-1. Et puisque z est différent de 1, on peut se débarrasser de z-1. Donc du coup, on obtient z-2 égale z facteur de z-1. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut commencer cet exercice. Évidemment, on poursuit en écrivant que z-2 est égal à z fois z. Z fois z, c'est z au carré. Z fois moins 1 moins z. Alors, on voit bien qu'on a le carré de z, ça nous fait penser au second degré. On va tout mettre à gauche. Donc, on obtient en effet z-2 moins z au carré plus z égale 0. C'est-à-dire 2z moins 2 moins z au carré égale 0. Et si on multiplie toute cette équation par moins 1 parce qu'on en a le droit, on obtient comme équation équivalente z au carré moins 2z plus 2 égale 0. Et là, on a bien une équation du second degré à coefficient réel. Puisque les coefficients sont petit a égale 1, petit b égale moins 2, petit c égale 2. Et ça, on peut le dire. Donc, l'équation z au carré moins 2z plus 2 égale 0 est une équation du second degré. À coefficient réel, les coefficients sont petit a, petit b et petit c. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Évidemment, quand on a une équation de second degré, on a déjà vu que depuis la première qu'il faut calculer le discriminant delta. Donc, calculons le discriminant de delta.
donc discriminant. Voilà. Le jour du bac, il faut rédiger pour que ce soit clair. Hein. Il faut que la rédaction soit assez claire. Hein. Ne pas trop en faire, hein, parce que c'est pas la peine de trop en faire. Mais essayer d'écrire, voilà, juste ce qu'il faut. Essayer d'avoir une rédaction fluide. Donc, on calcule le discriminant delta. Delta, c'est donc b au carré moins 4ac. On remplace donc avec les coefficients qu'on vient d'écrire. Delta égale donc moins 2, le tout au carré, moins 4 fois A fois C. Voilà. Delta égale 4 moins 8, hein, puisque 4 fois 1 fois 2, ça fait 8. Delta est égal à moins 4. Et n'oubliez pas que nous sommes dans les nombres complexes. Moins 4, c'est 4i carré. Et 4i carré, c'est 2i le tout au carré. Hein, voilà. Quand delta est négatif, d'après le cours, l'équation a deux solutions et elles sont complexes et conjuguées. C'est ce que dit le cours. Hein. Ça, on peut l'écrire. Hein. Donc, l'équation z au carré moins 2z plus 2 égale 0, eh bien, admet deux solutions complexes conjuguées qu'on va nommer Z1 et Z2 telles que Z1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. C'est-à-dire, alors B c'était moins 2, donc moins B c'est 2. Moins racine de delta, on a dit que delta est égal à 2i le tout au carré, donc moins racine de delta c'est moins racine carrée de 2i le tout au carré, justement, sur 2a, on avait dit que a est égal à 1, donc 2a c'est 2. Ce qui nous fait 2 moins 2i sur 2, et on peut diviser tout par 2, ça nous fait 1 moins i. 1 moins i. Et puisque les solutions sont complexes conjuguées, Z2 est le conjugué de Z1. Donc à partir du moment où on a Z1, Z2 c'est son conjugué. Donc du coup, on n'a pas besoin d'écrire à nouveau moins B plus racine de delta sur 2A et recalculer, non. On sait que Z2 est le conjugué de Z1 d'après le cours. Donc si on a pu trouver Z1, on en déduit Z2 tout simplement. Donc du coup Z2 va être égal à 1 plus i, hein, car le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voici donc les solutions à notre équation. Alors, question suivante. Alors, on n'a pas fini, hein, parce que maintenant, il faut qu'on fasse la conclusion, hein, puisqu'on nous demande de résoudre l'équation, donc on doit pouvoir conclure. Puisqu'on a donné comme domaine de définition de l'équation, on a dit plus haut, dans le domaine de définition de l'équation, que l'équation est définie si et seulement si z moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire si z est un nombre complexe différent de 1. Eh bien, dans les solutions qu'on a trouvées, on trouve effectivement deux solutions, Z1 et Z2, qui sont des nombres complexes différents de 1. Donc, ces solutions-là seront acceptées.
Et ça, on va le dire. On va dire que puisque on a le complexe Z1 qui n'est pas égal à 1, qui est différent de 1, et le complexe Z2 qui lui aussi est différent de 1, bah, alors on en déduit que Z1 et Z2 sont les solutions de cette équation. Donc on en déduit que l'équation Z au carré, enfin du moins l'équation initiale, hein, parce que l'équation initiale c'était Z-2 sur Z-1 égale Z, a pour solution Z1 qui est égal à 1 moins I et Z2 qui est égal à 1 plus I. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire ici hein, pour corriger cette première question. Est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce que vous avez bien compris? Jérémy, Alexandra, Marine, est-ce que vous avez bien compris? M'entendez? Oui, oui. Alors, est-ce que c'est bien compris la première question? Oui. Marine? Oui. Très bien. Donc, on passe à la suivante. Alors, on nous dit que... On nous demande de donner un module, de donner le module, pardon, et un argument de chaque solution. Je rappelle que les solutions sont des nombres complexes. Donc, on recherche un module et un argument de chaque solution. Donc, commençons par la solution Z1, par exemple. Alors, module et argument de Z1. Alors, rappelons que le complexe Z1 s'écrit 1 moins I. Et dans votre cours, on vous a expliqué que quand un nombre complexe s'écrit sous sa forme algébrique, est écrit sous sa forme algébrique, on vous a expliqué que son module, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Ça, c'est une formule qu'on vous a donnée. Donc, effectivement, on peut ici, de cette façon, dire que le module de Z1, c'est égal à la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Voilà. Puisque vous voyez bien que A est égal à 1 et que ici, on a moins 1, donc B est égal à moins 1. Et donc, du coup, le module de Z1, ça va être égal à la racine carrée de 1 plus 1. Ça va être égal à la racine carrée de 2. Mais voilà. Maintenant, pour déterminer un argument de Z1, pour déterminer un argument de Z1, vous devez penser que si on appelle θ1 un argument de Z1, alors on peut écrire ceci. On peut écrire que le cosinus de θ1 est égal à petit a, c'est-à-dire la partie réelle du complexe Z1, divisé par... alors c'est petit a sur quoi? C'est petit a sur le module.
divisé par le module de Z1. Ça, ce sont les formules qu'on vous a apprises. Hein. Et en plus, il faut écrire aussi pour le sinus de θ1, qui est égal à la partie imaginaire de Z1, donc IM de Z1, divisé par le module de Z1. C'est comme ça qu'on va chercher un argument d'un nombre complexe. Donc, au départ, il faut quand même calculer le module, puisqu'on a besoin du module, hein, on le voit bien ici, le module, on en a besoin ici, donc forcément, il faut le calculer, ce module. Et à partir de là, alors bien sûr, la partie réelle de Z1, on sait à quoi elle est égale, hein, puisque vous voyez bien que Z1 est égal à 1 moins I, c'est-à-dire 1 moins 1I. Et le 1 que nous avons ici représente RE de Z1. C'est la partie réelle de Z1. Le moins 1 qu'on a ici représente la partie imaginaire de Z1. Donc, du coup, on a tous les éléments. Donc, on n'a plus qu'à remplacer. On va donc avoir cos de θ1 qui est égal à RE de Z1 qui est égal à 1, divisé par le module de Z1 qui fait 1 sur racine carrée de 2. Mais les racines carrées, on vous a souvent dit qu'on ne doit pas les laisser au dénominateur. Il faut les remonter. Et pour les remonter, on va multiplier racine carrée de 2 par elle-même. Et ce que je fais au dénominateur, je l'applique également au numérateur. Il faut toujours penser à remonter les racines carrées systématiquement. Ça, c'est une des règles essentielles hein, lorsqu'on fait nos exercices. Du coup, en remontant la racine carrée, on obtient racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire sur 2. D'autre part, on a le sinus de θ1 qui est égal à IM de Z1. Mais IM de Z1, c'est moins 1, on le voit ici. Donc, on va écrire moins 1 divisé par module de Z1 qui est égal à racine carrée de 2. Là aussi, il va falloir penser à remonter la racine carrée. En multipliant ici par racine carrée de 2 et là aussi, on obtient que le sinus de θ1 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Il nous faut maintenant regarder sur le cercle trigonométrique, rechercher sur le cercle trigonométrique un argument, θ1, qui a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2, et pour sinus, moins racine carrée de 2 sur 2. Alors évidemment, le cosinus qui donne racine carrée de 2 sur 2, c'est pi sur 4, évidemment. Pi sur 4, vous construisez la première bisectrice à l'aide du compas, bon, principe, et vous avez pi sur 4, hein. Pi sur 4 c'est donc ici. D'ailleurs, il n'y a pas que le cosinus de pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2, puisque vous avez aussi le cosinus de moins pi sur 4 ici, qui donne racine carrée qui a pour résultat racine carrée de 2 sur 2. Alors nous, on cherche un argument. Donc, le cosinus est positif, et pour lequel le sinus est négatif. Alors, si je prends pi sur 4, le cosinus de pi sur 4 est positif, son sinus aussi est positif. Bon, ça me pose un problème par rapport à la condition que j'ai ici. On veut un sinus négatif. Donc du coup, c'est pas pi sur 4 que je vais choisir, c'est moins pi sur 4, puisque le cosinus de pi sur 4 est positif, de moins pi sur 4, pardon, on le voit bien, il est positif, mais surtout, le sinus de moins pi sur 4 est négatif. Donc, c'est bien moins pi sur 4 ici qui va correspondre. Et moins pi sur 4 modulo 2pi, pourquoi? Pourquoi modulo 2pi? Parce qu'en fait, alors, moins pi sur 4 modulo 2pi, parce que modulo 2pi, c'est, je veux dire, en fait, plus 2 capi. Plus 2 capi avec
avec K qui est un nombre entier relatif. Pourquoi? Parce que quel que soit le nombre de tours que je pourrais faire, parce que je me trouve ici, si je fais un tour complet, je me retrouve ici. Donc si j'ajoute 2pi, ça ne change rien pour moi, parce que dès lors que je me trouve à moins pi sur 4, si j'ajoute 2pi, j'aurai en fait moins pi sur 4, évidemment plus 2pi. Mais ça ne changera rien, parce que moins pi sur 4 plus 2pi se trouve exactement au point. Alors si j'appelle ce point le point M0 par exemple, le point M0 dont l'angle est moins pi sur 4, si j'appelle ce point le point M0, bah, en fait, moins pi sur 4 plus 2pi se trouve également en M0. Et moins pi sur 4 plus 2pi, c'est-à-dire quand j'effectue 2 tours dans le sens direct, se trouve encore en le point M0. Et je peux ajouter autant de pi que je veux, ça se retrouvera toujours en le point M0. Donc du coup, peu importe finalement combien de pi je vais parcourir. Alors il y a un petit bug, ça revient. Voilà, donc ça c'est revenu. Voilà, je disais que peu importe en effet, du coup, finalement, combien de tours, hein, parce que chaque fois que j'ajoute 2pi, ça veut dire que j'ai fait un tour complet. Ça veut dire que je pars du point M0 en parcourant bien sûr le cercle trigonométrique dans le sens direct pour revenir au point de départ, c'est-à-dire au point M0. Donc en fait, c'est comme si je ne me déplaçais pas. Voilà. Donc ajouter 2pi, c'est comme si on restait au même endroit, bon, au même lieu géométrique, on dit. Donc du coup, si j'ajoute encore 2pi, ça ne change rien. Donc je peux ajouter 2pi comme ça une infinité de fois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on écrit plus 2 capi. Bon, simplement, c'est valable aussi dans l'autre sens, parce que ça aurait très bien pu être moins pi sur 4, moins 2pi, cette fois-ci en tournant dans le sens, dans l'autre sens, hein, qui n'est pas le sens trigonométrique, puisque le sens trigonométrique, c'est le sens direct. Donc si je tourne dans le sens indirect, bah, et que j'enlève 2pi à chaque fois à partir de moins pi sur 4, si j'enlève 2pi à partir de cet angle, je fais un tour complet, je me retrouve là. Et si j'enlève encore 2pi, bah, je refais encore un tour complet, je me retrouve encore au point M0. Et je peux enlever autant de 2pi que je veux, ça ne changera rien. Je me retrouverai toujours au point M0. Alors, puisqu'on ne peut pas écrire tous ces angles parce qu'il y en a beaucoup, bah, du coup, on écrit plus 2 capi. Parce que plus 2 capi, c'est en fait, ça reprend en fait toutes les valeurs d'angle en pi sur 4, en moins pi sur 4, toutes les valeurs d'angle quand on ajoute 2pi à moins pi sur 4 à chaque fois, ou quand on enlève 2pi à chaque fois à moins pi sur 4. Donc du coup, finalement, pensons que le cosinus, en fait, finalement, de moins pi sur 4 plus 2 capi, k appartenant avec k qui appartient à z, sera toujours égal à racine carrée de 2 sur 2. Bon, bref, on nous a demandé un argument, on ne nous a pas demandé une infinité d'arguments. Donc, un argument, on choisira moins pi sur 4. Mais attention, puisqu'on nous a demandé un argument, on aurait pu choisir autre chose que moins pi sur 4. On aurait par exemple pu décider de choisir moins pi sur 4 plus 2pi. Par exemple. Parce que moins pi sur 4 plus 2pi, ça fait quoi? Ben, ça fait moins pi sur 4 plus 8pi sur 4. Si je réduis au même dénominateur, ça me fait 7pi sur 4. Ça, c'est un argument, puisqu'on m'en demande un. Donc, soit je prends moins pi sur 4, soit je choisis 7pi sur 4. Je peux même aller choisir encore un autre. Si je prends 7pi sur 4 et que je lui ajoute 2pi, c'est un autre argument possible. Il y aura une infinité d'arguments, mais on nous en demande un. Donc, si j'ajoute 2pi, bah, ça me fait 7pi sur 4 plus 8pi sur 4. Et bah, 15pi sur 4 est un autre argument possible du complexe Z1. Bon, je pense que vous avez compris. On va revenir donc à un seul argument. Alors, tout ça, on va effacer. On efface. Hop. Donc, très clairement, on pourra donc conclure en disant qu'un argument du complexe Z1, c'est θ1,
qui est égal, bien entendu, à moins pi sur 4, modulo 2pi. Modulo 2pi, puisqu'en vérité, il en existe bien d'autres possibles arguments. Alors ça, on va l'écrire que on en déduit que un argument de Z1, c'est-à-dire θ1, est égal à moins pi sur 4 modulo 2pi. Voilà. C'est tout, hein. Je vous rappelle que deux nombres complexes conjugués ont le même module. C'est une propriété du cours. Parce que là, on nous demande de calculer le module de Z2. Alors, puisque Z1 et Z2 sont conjugués l'un de l'autre, est-ce que c'est la peine de calculer le module de Z2 comme on a calculé le module de Z1? La réponse, c'est évidemment non. De façon générale, plus vous maîtriserez les propriétés du cours, plus vous connaîtrez les propriétés de cours, mieux ça sera pour rédiger en allant vite. Parce que le jour de l'épreuve du bac S, il faudra aller très vite. Très vite, parce que l'épreuve, elle est très longue. Et souvent, c'est très compliqué de finir cette épreuve. Donc, pour aller vite, il faut utiliser les propriétés qui permettent d'aller vite. Donc, inutile de recalculer ici le module de Z2 comme on l'a fait pour calculer le module de Z1, racine carrée de... Bon, on perdra le temps. Il faut simplement penser que quand deux nombres complexes sont conjugués l'un de l'autre, ils ont le même module. Bon, voilà, terminé. Donc à partir de là, ça permet de dire que le module de Z2, bah, c'est le même que celui qu'on a trouvé pour Z1. Et ça permet surtout de gagner du temps. Donc on a Z2 qui est égal à module de Z1. Donc, bah, à partir de là, d'après le cours, le module de Z2 bah, est égal au module de Z1. Et c'est égal à racine carrée de 2. Ben voilà, terminé. Et en plus, d'après le cours, et c'est ça qui est intéressant, le cours nous dit que si deux nombres complexes sont conjugués l'un de l'autre, eh bien, un argument de l'un est l'opposé de l'argument de l'autre, d'un argument de l'autre. Donc, ça veut dire que, puisqu'ils sont conjugués ces deux nombres complexes, non seulement module de Z2 est égal à module de Z1, mais en plus, on a argument de Z2, d'après une propriété du cours, qui est égal à moins argument de Z1. Modulo 2pi, c'est ce que dit le cours. Ce qui veut dire que un argument de Z2 sera donc, puisque un argument de Z1 c'est moins pi sur 4, bah ça sera donc moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4, modulo 2pi. Vous voyez le temps précieux qu'on a gagné? Là, on a gagné un temps précieux. Autant pour aller chercher un argument de Z1, ça nous a demandé pas mal de temps, autant pour en déduire ou déterminer le module de Z2 et un argument de Z2, ça nous a pris à peine 1 minute. Pourquoi? Parce que on connaît les propriétés du cours qui lient un nombre complexe, de nombres complexes conjugués. Donc, apprenez vos propriétés, vous gagnerez du temps. Voilà. Je crois qu'on a répondu à la question qui nous était posée ici. Vous savez, pendant nos révisions là, pour le bac, il ne s'agira pas de courir. Hein. Voilà. Il s'agira pour nous de comprendre. Donc, il s'agira pour nous d'expliquer, de comprendre, de prendre le temps et de comprendre chaque chose. Il ne s'agira pas simplement pour nous de donner les réponses et ensuite de passer à la question suivante très rapidement. C'est pas comme ça qu'on révise. On révise en profondeur. Donc, du coup, question numéro 2. On demande de résoudre une équation.
et on demande de résoudre l'équation z-2 sur z-1 égale à i. De façon générale, pensez que quand on vous donne une équation à résoudre, vous devez, avant même de commencer à résoudre l'équation, vous devez rechercher le domaine de définition de l'équation. Voilà, ça, c'est clair. Et ça, on n'a pas à vous le dire, en fait. On ne vous le dira pas, ça. C'est à vous d'y penser. Et malheureusement, si vous ne le faites pas, on peut vous retirer des points. Ça, il faut le savoir. Il faut rechercher le domaine de définition de l'équation. Pourquoi? Parce que si l'équation est définie pour certains nombres complexes et pas pour d'autres, et que à tout hasard, dans l'une des solutions est un nombre complexe pour lequel l'équation n'est pas définie, ça pose un problème. Donc, on a besoin de savoir pour quelle valeur, pour quel nombre complexe, l'équation est-elle définie. Ça nous permettra de savoir comment on gère les solutions quand on les trouvera. Donc, première étape, domaine de définition de l'équation. Ça, on va l'écrire. Donc, l'équation. Z-2 divisé par Z-1 égale I. Alors, ce que je vous dis ici pour les nombres complexes, vous le retrouverez dans les fonctions logarithmes et dans les fonctions exponentielles. Attention, le jour du bac, dans les fonctions logarithmes, on vous demande souvent de résoudre des équations avec des logarithmes. Sauf que pour résoudre une équation qui comporte des logarithmes ou des exponentielles, vous devez au préalable donner le domaine de définition de cette équation. Parce que si vous ne donnez pas le domaine de définition d'une équation qui comporte des logarithmes, vous risquerez d'avoir des problèmes au moment de donner les solutions. Donc, quand on résout une équation, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est le domaine de définition. Quel est le domaine de définition de l'équation? Alors, l'équation ici pour nous est définie à la condition que, vous pouvez aussi écrire si et seulement si, à la condition que z-1 ne soit pas égal à 0. Ah ben oui, parce que ici on a un dénominateur. On ne sait pas diviser par 0 en mathématiques. Le dénominateur, quand on a une fraction, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Ça, c'est la condition. Donc z-1 ne doit pas être égal à 0, donc z ne doit pas prendre la valeur 1. Donc, ça nous permet de dire que z est défini pour... que l'équation est définie, voulais-je dire. Donc, l'équation est définie pour z appartenant bien sûr à grand C, mais grand C différent de 1. Donc, c'est bien pour z différent de 1 que nous allons résoudre cette équation. Pour z différent de 1, on peut écrire ceci. Alors, on a z-2 divisé par z-1 qui est égal à i. Pensons à faire comme on a l'habitude de faire en terminale, de multiplier le membre de gauche et le membre de droite par le dénominateur z-1 pour se débarrasser de la fraction là. Donc ici on va multiplier par z-1 et ce qu'on fait dans le membre de gauche, on doit l'appliquer également dans le membre de droite. Ça nous permet de se débarrasser de z-1. Donc du coup, on obtient z-2 égale i facteur de z-1. Voilà ce qu'on obtient. Bien sûr, il faut penser à développer.
Alors, on obtient z-2 égale iz moins i. On va tout déplacer, enfin, du moins, on va déplacer on va déplacer les z, on va mettre les z ensemble. Hein. Donc, puisque je vous rappelle qu'on cherche z, hein, c'est z qu'on cherche. Hein, puisque résoudre une équation, c'est rechercher le ou les nombres complexes z qui la vérifient. Donc, c'est bien z qu'on cherche. On cherche ceux ou ces nombres complexes z qui vérifient cette équation. Donc, puisque c'est z qu'on cherche, il va donc falloir qu'on isole z. Hein, il faut isoler z si on veut le trouver. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va l'isoler. Isoler, c'est mettre les z ensemble. Donc, z moins iz égale 2 moins i. Isoler z, c'est faire en sorte qu'on n'ait plus qu'un seul z, quand c'est possible. Et là, en l'espèce, on va factoriser par z, justement, pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Et justement, on arrive à z égale 2 moins i divisé par 1 moins i. Par rapport à la question qui nous a été posée de résoudre cette équation et de donner la solution sous forme algébrique, on n'a pas encore terminé. Parce que quand on divise deux nombres complexes sous forme algébrique, la méthode consiste après, par la suite bien sûr, à multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Je pense que cette méthode, vous la connaissez, puisque vous avez dû la faire en classe. Donc, moi j'ai envie de dire ceci, j'ai envie de dire, pour écrire z sous forme algébrique, alors, on peut considérer que ceci est la méthode, est une méthode. Pour écrire z sous forme algébrique, on pourra, ou il suffira, ou il suffit de. Alors, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur. Je rappelle que le numérateur c'est 2 moins i, le dénominateur c'est 1 moins i. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. C'est ce que dit le cours, hein, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est dit dans le cours. Alors, le dénominateur, c'est quoi? Le dénominateur, c'est 1 moins i. Le conjugué du dénominateur, c'est 1 plus i. Donc, en fait, on nous demande de multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 plus i. Si l'on veut retrouver la forme algébrique de z, parce qu'on est bien d'accord que z écrit comme ça n'est pas encore sous sa forme, enfin du moins n'est pas sous sa forme algébrique. Donc du coup, on va donc avoir on a donc z égale 2 moins i sur 1 moins i, facteur de 1 plus i. On a multiplié ici le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Et on nous dit qu'en faisant cela, on va aboutir à la forme algébrique. Alors, développons. 2 fois 1, c'est égal à 2. 2 fois i, 2i, en plus 2i.
Moins i fois 1, c'est moins i. Moins i fois i, c'est moins i carré, mais i carré, c'est moins 1. Donc, moins i carré, c'est plus 1. 1 moins i facteur de 1 plus i, ça doit nous faire penser à l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Donc, le développement est la différence de 2 carrés. Donc, ici, on aura 1 au carré moins i au carré. « 2 plus 1 au numérateur, c'est égal à 3. 2i moins i, c'est égal à i. 1 au carré, ça nous fait 1. Moins i carré c'est moins 1, je vous rappelle. Donc, finalement, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, on a 3 demi plus 1 demi de i. Et là, on a un nombre complexe sous forme algébrique. Z est écrit ici sous sa forme algébrique. Et Z est différent de 1, parce que d'après le domaine de définition de notre équation est définie à la condition que Z ne soit pas égal à Z-1 ne soit pas égal à 0. Donc à la condition que Z soit différent de 1. Le nombre complexe qu'on vient de trouver comme étant la solution à notre équation est différent de 1. Donc il sera accepté en tant que solution, puisqu'il est différent de 1. Et là, ça, on va pouvoir l'écrire en conclusion. Donc, on va écrire que le nombre complexe 3 demi plus 1 demi de i étant différent de 1, on pourra conclure que l'équation z-2 divisé par z-1 égale i admet en effet le nombre complexe z égale 3 demi plus 1 demi de i pour solution unique d'ailleurs, puisqu'il n'y en a qu'une. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question. Est-ce que vous avez bien compris cette question, Jérémy? Oui, oui. Alexandra? Est-ce que c'est compris ça? Comment? Il faut parler plus fort, s'il te plaît. Là-haut, enfin, quand on a commencé, c'est toujours Z différent de 1, c'est parce que le dénominateur, c'est Z. C'est toujours le dénominateur différent de 1. Le dénominateur, c'est z moins 1. Et c'est toujours le dénominateur qui ne doit pas s'annuler. Le dénominateur ne doit pas s'annuler. Donc après, si le dénominateur c'est z-5, c'est z-5 différent de 0. Hein. Donc ça dépend de ce qu'on nous donne. Hein. Dans tous les cas, le dénominateur ne doit pas s'annuler. Et s'il y a plusieurs fractions, ça veut dire que tous les dénominateurs de chaque fraction ne doivent pas s'annuler. Hein. Parce que des fois, il y a plusieurs fractions, donc c'est chaque dénominateur qui ne doit pas s'annuler. Il faut retirer toutes les valeurs ou tous les nombres complexes susceptibles d'annuler chaque dénominateur. Bon, voilà. Marina, ça va pour cette question? Oui. Pas de questions? Très bien.
Je vous laisse en pause pour 10 minutes. On reprend pour la suite de la correction. À tout à l'heure. Donc, soit M, A et B, question numéro 3, soit M, A et B, les points d'affixe respectifs Z 1 et 2. Donc, pensons que le point M a pour affixe Z, que le point A a pour affixe 1, et qu'on a le point B qui a pour affixe 2. On suppose que le point M est différent du point A et du point B. Donc, c'est une donnée importante. Autrement dit, M différent de A signifie que le point M ne peut pas ne peut pas avoir pour affixe 1. D'accord? Signifie que le point M a pour affixe Z tel que Z ne peut pas être égal à 1. C'est ça que ça signifie. D'autre part, le point M différent du point B signifie que le point M ne peut pas avoir pour affixe 2. Hein, parce que le point B a pour affixe 2. Donc finalement, on a Z qui est différent de 1 et Z qui est différent de 2. Ça, c'est important. Attention aux conditions qu'on nous donne au départ. Hein. Elles sont très, très importantes. Hein. Donc, ensuite, on nous dit d'interpréter géométriquement le module et un argument du complexe Z2 sur Z-2, pardon, sur Z-1. Demande une interprétation géométrique du module de Z2 sur Z, de Z-2 sur Z-1. Alors, commençons par écrire le module justement de Z-2 sur Z-1, par exemple. Hein. Alors, interprétons le module de Z-2 sur Z-1. Donc, pour y parvenir, calculons le module de Z-2 sur Z-1. Alors, étant donné que le point M a pour affixe Z et que le point B a pour affixe 2, bon, de toute façon, avant d'en arriver là, pensons que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Pensons déjà ça, parce que c'est une propriété que nous devons connaître. Le module d'un quotient est égal au quotient des modules. Après, le module de Z-2, c'est la distance BM, en fait, puisqu'en fait, on a le module de Z moins ZB. ZB, c'est la fixe du point B, puisque le point B a pour affixe 2. Hein. Donc, divisé par le module de Z moins 1. Sauf que 1, c'est la fixe du point A, donc on peut écrire moins ZA. Et d'après les propriétés du cours, puisque cet affixe est associé au point M et que cet affixe est associé au point B, cet affixe associé au point M et celui-là associé au point A, un module, c'est une distance, hein, faut pas l'oublier. Un module, ça reste une distance. Et ça correspond donc, pour le module de Z moins ZB, à la distance MB. Et pour le module de Z moins ZA, à la distance MA. Toutes ces propriétés, vous les avez dans le cours. Donc, l'interprétation géométrique, en fait, du module de Z-2 sur Z-1, c'est tout simplement la distance MB sur MA. C'est ça l'interprétation géométrique.
Ensuite, on demande d'interpréter géométriquement un argument de z-2 sur z-1. Donc, interprétation. Géométrique, on va dire, de argument de z-2, pardon, sur z-1. Là aussi, vous avez des propriétés dans le cours. Vous avez la formule suivante dans votre cours. Par exemple, argument de ZB moins ZA comme ceci. Dans votre cours, on vous dit que ça correspond à l'angle orienté à B, pardon, que un argument d'un complexe écrit comme ceci correspond à un angle orienté. C'est l'angle orienté AB, BM, pardon, CD. Voilà, l'angle orienté ABCD. Puisqu'on lit comme ça en fait, ABCD, on lit dans ce sens. On commence par le bas et on finit par le haut. C'est ce qui est écrit dans votre cours. Alors moi je veux bien aller chercher le cours si vous voulez, hein. Mais c'est une propriété du cours. Donc justement, et dire que un argument est un angle orienté, c'est une interprétation géométrique, parce que justement, l'argument d'un complexe écrit comme ça est un angle orienté. On a donc là une interprétation géométrique. Donc on va pouvoir interpréter géométriquement l'argument de ce complexe sur la base de ce que je viens d'écrire en disant que un argument de z-2 sur z-1, c'est égal à un argument de z-, alors 2 c'est l'abscisse du point B, hein, rappelez-vous, la fixe, pardon, du point B, et que 1 c'est la fixe du point A, donc moins ZA. Et donc, bien entendu, ça correspond à un angle orienté et ça correspond précisément à l'angle orienté puisqu'on commence par le bas, donc à M, et qu'on finit par le haut dans ce sens BM. Voilà. Et tout ceci, bien sûr, modulo 2pi. Et là, on a donné une interprétation géométrique de l'argument de z-2 sur z-1 et une interprétation géométrique du module de z-2 sur z-1. Je crois qu'on a répondu à la question. Voilà, il fallait donner l'interprétation géométrique du module de z-2 sur z-1, c'est la distance. Enfin, c'est la distance, c'est le rapport en tout cas MB sur MA. Et il fallait donner une interprétation géométrique d'un argument de Z2 moins Z1. On a trouvé que c'est un angle orienté. Et c'est l'angle orienté suivant. Voilà. Maintenant, on nous demande de retrouver géométriquement la solution de l'équation 2. Alors, j'écris la question pour nous, hein, retrouver géométriquement